obligataire, c'est 20% de l'univers des ETF et c'est le segment qui croît le plus vite de l'industrie de la gestion d'actifs. Pourquoi il y a ce vent dans le dos et cette croissance structurelle ? C'est parce que tout ce qu'apporte l'ETF au monde action, il l'apporte en puissance 10 au monde obligataire. Un débat que j'avais probablement il y a 10 ans, moi ça fait 13 ans que je suis chez BlackRock, dans lesquels on disait actif versus passif. Ok, le débat, on aurait fait un combat, un bras de fer. Et en fait, celui-là, c'est génial, il n'a plus lieu d'être, parce que les gérants actifs, chez nous et ailleurs, ils utilisent des ETF. Et en fait, ils utilisent pour exprimer en fait des vues actifs. Comment est-ce qu'on peut être actif et réactif face au marché si on n'a pas les outils qui permettent de le faire de la façon la plus efficiente ? Donc ce débat, en fait, il est clos. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau Finary Talk. Aujourd'hui, je reçois tout simplement le plus gros gestionnaire d'ETF au monde et même le plus gros gestionnaire d'actifs au monde avec plus de 10 000 milliards d'euros sous gestion. J'ai nommé BlackRock. Et pour parler des ETF, mais aussi des autres stratégies que BlackRock met en place, je reçois le responsable iShares France, Arnaud Gillon. Salut Arnaud. Bonjour Mounir. Pour commencer, c'est quoi en fait un ETF ? Qu'est-ce que ça veut dire déjà l'acronyme ETF ? Alors ETF, c'est Exchange Traded Fund, donc c'est de l'anglicisme bien sûr. Et en Europe en général, on parle de fonds indiciels cotés en bourse. Donc on dit indiciel alors qu'on ne l'a pas en version anglaise, parce que 95% de ce marché-là, à aujourd'hui, et quasiment 100% au niveau du lancement, c'était en fait comme promesse de répliquer la performance d'un indice, et donc d'avoir cette gestion dite passive. On préfère l'appeler indiciel, parce qu'il y a des règles de gestion qui sont définies par un indice, un fournisseur d'indices externe, et donc vous allez retrouver une palette absolument incroyable. Du coup, aujourd'hui, vous êtes numéro 1 mondial sur les ETF. Je pense qu'il y a aussi une différence intéressante à signaler, c'est que l'ETF, il peut s'acheter, se vendre durant les ouvertures de marché comme une action. Et ça, c'est aussi un point important pour un investisseur. C'est un point crucial. Donc, c'est la partie E de exchange qu'on a dans l'ETF. Donc, pour revenir juste, encore une fois, on parle d'un fonds. Donc, dans un fonds, je ne l'ai pas évoqué, mais c'est une collection de valeurs. Donc, c'est des entreprises. Donc là, pour un fonds action, on pourra parler d'autres classes d'actifs. Et en fait, dans ce fonds dans lequel on a des pondérations dictées par le fournisseur d'indices, dans lesquels on a des gestions et des processus ultra carrés, vous y avez accès de manière ultra simple. Donc c'est vraiment en fait un outil de démocratisation de l'investissement. C'est maintenant la façon dont les jeunes vont consommer l'investissement. On le voit aux États-Unis, c'est tout le monde dans la rue connaît ce qu'est un ETF et comment l'acheter. Et en fait, le fait de l'avoir sur les cours de cotation pendant la journée, c'est ultra puissant parce que déjà, en fait, je peux voir en cliquant sur Internet combien ça vaut en temps réel. On sait que les marchés sont ultra dynamiques. Il se passe des choses dans le monde, que ce soit la géopolitique ou même un tremblement de terre ou n'importe quoi. On sait que les valeurs d'entreprise vont bouger en temps réel. Et donc là, en fait, on peut savoir en temps réel ce que vaut en fait cette collection de valeurs, cet ETF. Et en termes de donc déjà d'exécution, donc c'est-à-dire que sur, je vais donner un exemple sur le Japon, sur la Chine, si aujourd'hui je me dis ok, je veux l'acheter, en fait, le fait de pouvoir le faire maintenant, plutôt que de devoir attendre le lendemain, d'être réveillé au bon moment, au moment où le Japon est ouvert, c'est quand même assez puissant parce qu'il peut se passer plein de choses. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est qu'en termes de gestion des risques, donc là, on sort un petit peu du gérant, de l'épargnant, mais aussi on a des clients plus institutionnels. Et là, en fait, on peut mettre un prix sur une valeur, sur quelque chose, alors que sur un fonds, va falloir attendre le lendemain, quoi. Ça, c'est important ce que tu dis. Là, tu parles des ETF, mais en fait, BlackRock, c'est aussi plus large. On vous connaît pour votre marque iShares, qui est la marque, B2C, en tout cas pour le grand public, pour investir dans des ETF. Mais tu me disais tout à l'heure qu'en fait, il y avait 2/3 des fonds qui étaient dans d'autres types de produits, en tout cas, adressés à d'autres types de clients. Ouais, alors je vais parler un petit peu de BlackRock, parce que c'est merci de me donner l'occasion. On a peu l'occasion d'en parler plus en détail et de l'interne. Donc déjà, tu l'évoquais, 10 000 milliards, ça peut paraître beaucoup, mais la chose fondamentale... C'est pas grand-chose en fait. C'est absolument pas ça, c'est énorme, mais c'est de l'argent que l'on gère pour nos clients. C'est eux qui donnent le cahier des charges, c'est eux qui dictent quelle est la stratégie, sur quel support investir, et en fait, nous, on fait l'exécution. Nous, là où on est bon, c'est pour, justement, sur un cahier des charges, gérer avec toutes les contraintes imposées par le client.
Donc en termes de pouvoir, c'est un fantasme de dire que on a un pouvoir sur les entreprises, sur les marchés. En fait, on le fait pour le compte de nos clients. Et pourquoi en fait est-ce que les gens ont décidé de nous accorder en fait ce rôle et nous donner entre guillemets cet argent à gérer? C'est parce qu'il y a un point crucial depuis la naissance de BlackRock, qui, se dit en passant, est plus jeune que moi. Je dis pas que je suis nécessairement... Je crois un tout petit peu plus jeune que moi, parce que c'est 91, non 88. 88, bah, tu vois, plus âgé que moi quand même. Mais... Ça reste quand même quelque chose de... Voilà, une entreprise jeune. Et en fait, la naissance, elle s'est faite sur le concept de gestion des risques. Du coup, le nom qu'on a donné à cette plateforme de gestion des risques, qui est également commercialisé, mais ce n'était pas le but à l'origine, c'est vraiment quelque chose de développé en interne, ça s'appelle Aladdin. Et en fait, c'est comme ça qu'on a eu nos premiers dollars, nos premiers euros à gérer. C'est parce que, en fait, on a cette plateforme de risque. D'abord, on l'a construite, c'est un peu le tronc de BlackRock, et ensuite, il y a toutes les branches. Donc, il y a la branche ETF sur laquelle on est connu, c'est un tiers de la gestion que l'on a. On a d'autres gestions indicielles plus professionnels, c'est-à-dire au travers de fonds non cotés ou des mandats, etc. Donc, on passe. Mais il y a un tiers qui est en fait de la gestion fondamentale, de la gestion systématique, de la gestion cash, de la gestion alternative, private equity, dette infrastructure, tout ce que vous allez retrouver dans le monde de la gestion. On couvre absolument tout. Mais encore une fois, on le couvre pour le compte de nos clients avec le cahier des charges qu'ils nous octroient. Ça marche. Donc vous ne contrôlez pas le monde. J'aimerais bien, mais j'ai essayé avec les super pouvoirs, non. Ça ne marche pas. J'ai rien. Et du coup, tu disais Aladdin, c'est votre plateforme de gestion de risque. Concrètement, qu'est-ce que ça vous permet de faire sur les ETF aujourd'hui ? Le fonctionnement d'un ETF, en fait, il faut le voir comme un outil technologique. Pourquoi est-ce qu'il y a des ETF aujourd'hui qu'il n'y avait pas il y a 40 ans ? Parce que déjà, les ordinateurs, ils n'étaient pas capables de pouvoir gérer en batterie avec des règles et d'avoir la puissance de calcul, parce que les données, elles n'étaient pas là. Donc déjà, de créer un indice, de créer des règles, on pouvait peut-être le faire, effectivement, avec le S&P 500. D'ailleurs, ça a commencé avec des indices basiques. On parlera après en termes d'innovation et ce qu'on a eu sur les 5-10 dernières années. C'était absolument pas possible de le faire. Et donc, c'est sur la base de cette technologie. Ensuite, cette technologie, il faut avoir de la rigueur. C'est des process. On n'a pas, en fait, une batterie géante de gérants qui sont là en train de taper, de réfléchir et de regarder, d'analyser. On a en fait des outils de calcul, ordinateurs, avec des gens. Bien sûr, il y a toujours il y a beaucoup de gérants, mais il n'y en a pas beaucoup en relatif de la taille sous gestion. Et en fait, c'est ces process. Et ces process, tout est internalisé dans cette plateforme qui va pouvoir regarder la tolérance, regarder les déviations, comprendre les rebalancements des indices. C'est des indices qui bougent dans le temps. Aujourd'hui, on a beaucoup plus d'Apple et de Microsoft qu'on en avait il y a 10 ans. C'est aussi parce que les indices évoluent en termes de recomposition. On en parlera peut-être, parce qu'il y a des recompositions, c'est de manière saisonnière et on est en plein dedans. Mais donc voilà, c'est cette rigueur. Mais en fait, cette rigueur, c'est l'ADN de BlackRock. Et donc, tu l'as dit, l'ETF, il va bouger. Les gérants, en tout cas, le système de gestion de risque, son métier, ça va être de s'ajuster ou de se coller à l'indice. Donc là, on est en train de changer les indices. Il y a Uber, notamment, qui vient de rentrer dans le S&P 500. Il y a des rumeurs comme quoi le CAC 40 aura aussi des changements en termes de composition. Donc, c'est quoi les grands moments de gestion d'un ETF ? Qu'est-ce qui se passe concrètement au quotidien ? On a cette collection de valeurs dans lesquelles on va chercher à répliquer la performance d'un indice. Ça paraît simple à faire. En fait, il y a des fois où c'est plus compliqué. On a un cas, on va dire très simple. Tu l'évoquais, S&P 500, CAC 40, Eurostock 50, Nasdaq, ce qu'on veut. En fait, là-dessus, on est sur des entreprises qui sont extrêmement liquides. C'est-à-dire que c'est des grosses entreprises dans lesquelles on peut acheter et vendre des titres de manière très simple. En plus, ils sont sur des marchés qui sont assez mature, donc en termes d'écosystème sur Euronext, on est très bien. Quand on va dans des marchés plus exotiques, des fois c'est plus compliqué d'acheter et vendre, il y a des conversions de change sur des devises qui sont un peu plus complexes à traiter, donc là on parle le cas simple de S&P 500 et CAC 40, et donc effectivement la vie du gérant, elle est un petit peu entre guillemets simplifiée, parce que ce qu'on doit avoir en tête, c'est la projection du portefeuille au fil du temps et d'avoir un coup d'avance sur cet indice.
Donc aujourd'hui, voilà, il y a eu des annonces. Uber, c'est quelque chose qui est acté. On a la date à laquelle Uber va rentrer, par exemple, dans l'indice. Nous, l'avis de gérant, c'est de se dire, on a un portefeuille A qui va bouger vers un portefeuille B. Comment gérer au mieux cette transition avec l'inclusion d'Uber, la sortie d'une autre valeur, des recompositions de toutes les valeurs en fonction des capitalisations boursières, et de le faire en fait de façon à avoir le moins de risques possible. C'est toujours number one. Et donc pour ça, il y a des dates de recomposition. On va chercher à se caler au plus proche de ces dates parce que sinon c'est un risque pris pour le client final qui, lui, nous a octroyé son argent sur une promesse de performance. Et 2, on va le faire avec le moins de coûts possible. Donc, en fait, il y a une sorte d'arbitrage que l'on fait, que Aladdin nous aide à faire, c'est de nous dire, est-ce que j'ai plus intérêt à acheter une valeur maintenant qui va rentrer dans un indice demain parce que c'est moins cher de l'acheter maintenant pour diverses raisons, ou alors j'attends au moment voulu avec un coût supplémentaire. Et c'est vraiment toujours cet arbitrage qui en fait fait la vie du gérant d'ETF chez BlackRock et ailleurs. Là, on a donné un cas simple. Et je vais juste vous donner en fait le cas très compliqué, comme ça vous l'avez en tête, sur des gestions obligataires. Et je donne le cas extrême, Global Aggregate Bond. Donc c'est-à-dire que c'est un indice dans lequel vous avez tout. Marché développé, mais vous retrouvez tout. Là-dedans, il y a plus de 25 000 valeurs. 25 000. On ne peut pas gérer 25 000, en tout cas, il faudrait beaucoup d'argent parce qu'il y a des frictions opérationnelles en fait, à gérer ça. Donc, on va le faire en fait avec une optimisation, avec un échantillon. Et en fait, toute la puissance de BlackRock, ça va être de se dire qu'avec un nombre limité d'actifs sous gestion, pour un mandat, un fonds, un ETF, je vais pouvoir approximer et vraiment avoir une performance complètement alignée par rapport à celle de l'indice, mais sans avoir à payer tous les coûts d'acheter 23 000, 25 000 obligations, qui seraient juste beaucoup plus larges que l'intérêt de les détenir. Est-ce que ce serait pareil sur un MSCI World où tu as plus de 1500 titres ? Tu as vraiment besoin d'acheter les 50 derniers qui vont rien représenter dans la performance globale sur un jour, une année, etc. Alors, il y a effectivement cette notion d'optimisation. Ça ne veut pas dire en fait que la queue de distribution, donc les petites valeurs, sont celles qu'on ne va pas traiter. Il va y avoir des choix qui vont être effectivement mis. Après, tu prenais le cas du MSCI World, c'est ça ? Donc, on a pas mal de valeurs. Il se trouve que notre MSCI World, il a plus de 40 milliards sous gestion. Donc, en fait, à partir d'un certain niveau, on peut vraiment avoir même les 50 dernières valeurs. Et c'est ce qu'on va avoir dans ce cas de figure. Donc, c'est complexe sur le papier. Maintenant, là, pour le coup, on a vraiment les encours et on a cette économie d'échelle qu'on peut mettre en place. Donc, on peut être sur une réplication qui sera quasi intégrale d'un MSCI World. Et alors du coup, pour préparer le petit talk, j'ai regardé un petit peu un historique et je me suis dit ok, je vais reprendre l'histoire d'iShares. Donc déjà pour être sûr, si jamais j'ai la question, donc je vais me la poser à moi-même, comme ça j'y réponds directement. En fait, donc iShares, c'est une marque qui a vu le jour dans les années 2000, je crois en 2000, sous l'ère BGI, qui était donc Barclays. Et il se trouve en fait que avant ça, on avait déjà des ETF dans cette gamme iShares qui a été renommée. Je vais reprendre un peu mes notes parce que c'était quelque chose que je ne connaissais pas. Donc c'est le World Equity Benchmark Shares et qui était en fait un partenariat avec Morgan Stanley qui en fait a donné naissance à MSCI et le tout a donné naissance à iShares qui réplique des MSCI. Donc c'est pour ça que vous allez retrouver chez iShares énormément d'ETF qui répliquent des indices de la famille MSCI parce que c'est vraiment en fait ce partenariat qui a donné naissance au marché des ETF. Et tu as parlé de réplication, d'échantillonnage aussi. Il y a la réplication physique, on achète tous les titres, réplication synthétique, on passe par des swaps ou d'autres instruments. Est-ce qu'un investisseur il doit être vigilant sur quel type de réplication il choisit ?
Oui et non. Alors, dans le cas de BlackRock, on a développé notre expertise sur les ETF, sur de la réplication physique. En fait, l'ADN, c'est de la gestion des risques et c'est de la gestion. En fait, quand on appelle vraiment de la gestion, c'est j'ai les entreprises et je dois gérer ce portefeuille. En Europe, il y a eu effectivement un essor avec la naissance des ETF. Dans un marché où il y avait ce qu'on appelle des groupes bancaires, qui étaient banque, assurance et gestion d'actifs, qui étaient vraiment détenus par une seule holding. Et donc, il y avait une sorte de partenariat qui pouvait être fait de ce côté-là entre la banque d'investissement qui, en fait, était, elle, gérante, si je puis dire, qui, elle, avait les actifs à gérer et qui, en fait, transférait la performance pour une question d'efficience à la société de gestion qui pouvait émettre des parts de fonds. Il se trouve qu'il y a eu 30 ans d'évolution sur le marché des ETF et que les écueils qu'on pouvait avoir au début sur un risque potentiellement plus important sur une structure plutôt qu'une autre a moins lieu d'être aujourd'hui parce que les structures de swap sont beaucoup plus robustes. Donc ça, c'est dans le cadre de l'ETF synthétique. Dans le cadre de l'ETF synthétique. Dans le cadre de l'ETF physique, on parle de compte ségrégé. C'est on ne peut plus simple. Dedans, dans le compte, vous allez retrouver l'intégralité du portefeuille qui est annoncé. Il peut y avoir du cash en plus. Il peut y avoir au maximum un futur qui se balade pour transformer le cash et avoir un risque action, par exemple, dans le cas des actions, qui est celle de l'indice. Mais c'est extrêmement simple et on sait exactement ce qu'on a en termes de risque, puisqu'on a accès, entre guillemets, à ce compte ségrégué. Aujourd'hui, ce compte ségrégué, il y a une délégation de gestion à la société X, Y, Z. Dans le cas d'iShares, c'est BlackRock. Si BlackRock venait à disparaître, touche du bois, à ce moment-là, en fait, le board pourra en fait nommer un autre gérant d'actifs pour reprendre ses actions et continuer la vie. C'est-à-dire que les actifs ne sont pas sur le bilan de BlackRock ? Non. Il y a en fait une SICAV et cette SICAV, aujourd'hui, a une délégation auprès de BlackRock. Et c'est quoi les risques que je vais prendre en plus par rapport à acheter une action en direct ? Si j'investis dans un ETF? Je vais avoir du mal en fait à vous donner en plus, je vais plutôt être en moins parce que dans le cadre d'une action, vous avez un risque qui est en général plus important, toute chose égale par ailleurs. Hein. Donc, c'est-à-dire que vous avez une valeur, vous avez la gouvernance de cette entreprise, on sait qu'il y a des accidents, vous allez effectivement avoir le risque porté sur le business futur de cette entreprise, parce que une valorisation d'une entreprise, il faut juste le rappeler, c'est uniquement les projections en fait de revenus qu'on ramène à aujourd'hui pour donner sa valeur. Quand vous avez un ETF, et pas qu'un ETF, un fonds, vous avez donc du coup un portefeuille, vous avez plus de valeur. Et ça, c'est juste une formule mathématique, c'est pas le but aujourd'hui d'en parler, mais la diversification ramène le risque à la baisse. C'est ce qu'on appelle le free lunch en anglais. C'est que juste mécaniquement, c'est la seule façon pour abaisser le risque d'avoir cette diversification. Donc ça, c'est le premier point, je dirais. Je vais avoir du mal sur les ça se code comme une action. Donc d'un point de vue trading sur Euronext, j'ai les mêmes risques. Vous avez des teneurs de marché qui apportent la liquidité pour assurer qu'il y a toujours une offre si je veux en acheter et un repreneur si jamais je veux vendre mes actions ou mes ETF. Donc, vous me posez une colle sur qu'est-ce qu'il y a de plus risqué, quoi. En termes de frais, c'est un avantage qu'on aime bien évoquer. La gestion passive, elle est vraiment pas chère comparée à la gestion active. Indicielle. C'est quoi les coûts réels en fait qui sont liés aux frais et comment les frais vont venir impacter l'investisseur? Alors en fait, il y a deux niveaux de frais. On aime bien, nous, regarder ce qu'on appelle le coût total de détention, dans lesquels on va retrouver la performance nette de l'ETF par rapport à sa promesse qui est l'indice, et aussi les coûts de trading, donc d'exécution, d'achat-vente comme vous l'auriez sur une action. Dans le premier cas de figure, donc la performance de l'ETF par rapport à son indice, il y a plusieurs composantes. Il y en a un
qui est évident, c'est les frais de gestion. Et là-dessus, le but de l'ETF, c'est d'avoir des processus d'investissement. Donc encore une fois, on a plein d'ordinateurs, mais on a peu de gérants à payer. Donc ça veut dire qu'on a des économies d'échelle. En plus, les tailles, les encours, je l'évoquais sur le MSCI World, plus de 40 milliards. Ça veut dire qu'on peut répercuter des économies d'échelle à nos clients. Donc il y a une sorte de, alors, je ne vais pas appeler ça guerre des prix, mais en tout cas, il y a des prix qui sont beaucoup plus bas. Ils sont à combien les frais sur le MSCI World, 20. le shares 20 pour les 1500 valeurs. 0,20%, pardon, Okay. 20 points de base. Autant pour moi. Quand on regarde les gammes d'ETF, vous allez retrouver chez nous ce qu'on appelle une gamme core, qui sont en fait des ETF avec des indices qu'on appelle cœur de portefeuille, dont tout le monde aura besoin lorsqu'il constitue en fait un portefeuille privé diversifié pour un horizon d'épargne long terme, en me disant voilà, je veux avoir ça, c'est pour de la capitalisation. Et donc, je décide de créer mon portefeuille avec les expositions dont j'ai besoin. Obligataire comme action. Et donc, je constitue ce portefeuille. Ici, les frais de gestion vont de 0,7, donc 0,07%, 7 points de base, à 0,20% dans le cas du MSCI World. Donc, on est vraiment sur des frais de gestion qui sont assez faibles en comparaison d'autres gestions traditionnelles fondamentales. Et ensuite, donc ça, c'était pour les frais de gestion qui représentent une partie du décalage entre la performance de l'ETF et celle de l'indice. Il n'y a pas que ça. En fait, déjà, on l'a évoqué, il y a la gestion. Donc la gestion, elle est un peu optimisée, je peux économiser des coûts, etc. Donc il peut y avoir en fait des décalages. Le but, c'est de l'avoir au profit de l'investisseur, donc au profit du fonds. Après, il peut y avoir des coûts, effectivement. Donc, c'est toujours bien de mesurer cet écart entre les deux. Il va y avoir des revenus aussi, liés à des aspects fiscaux, en fonction de la domiciliation de l'ETF par rapport au paiement de dividendes de certaines entreprises ou de coupons. Il va y avoir aussi des revenus liés aux prêts-titres. C'est des pratiques de marché dans lesquelles on permet de fluidifier le marché de capitaux en prêtant des titres, certains titres qu'on a en portefeuille dans certaines proportions qui sont réglementées. Il faut savoir que les ETF, c'est, je pense, le produit le plus réglementé qu'on puisse trouver. Enfin, déjà, les marchés financiers, et pour le meilleur, depuis 2008, sont extrêmement réglementés, et les ETF sont sur le devant de la scène parce que c'est le produit phare le plus transparent, et donc du coup celui sur lequel on peut lire en détail absolument tout. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est l'exécution. L'exécution, vous allez passer pour acheter un ETF sur votre plateforme de brokerage, en ligne ou pas en ligne, votre banque, votre conseil de gestion en patrimoine, votre assurance dans le cadre d'assurance vie, et vous allez lui demander d'acheter une certaine quantité. À l'arrivée, en fait, cet ordre va transiter et va atterrir ou sur Euronext ou d'autres places boursières, dans lesquelles vous allez retrouver effectivement ce qu'on appelle une fourchette. Pareil pour le cas d'une entreprise du CAC 40. C'est-à-dire que quand vous allez vouloir en acheter, vous ne le savez peut-être pas, mais il n'y a pas un prix unique sur lequel je peux faire mes achats-ventes. Il y a en fait ce qu'on appelle une fourchette. Le bid-ask. Exactement, le bid-ask. Et donc vous allez retrouver la même chose. Et donc ça aussi, c'est un facteur qu'on va mesurer. Et quand on regarde le coût total, c'est de se dire, je prends tout le bruit de ma gestion, dans lesquels j'ai frais de gestion et le bruit résiduel, et ce coût de trading, et je combine les deux pour me dire ça va me coûter 25 points de base, donc 0,25%, 0,30%, 0,15% sur une année en détention. Tu l'as dit, il y a un des aspects que tous les gérants de gestion indicielle font, c'est d'essayer d'optimiser la performance, de limiter le trading. Est-ce que vous essayez aussi de battre l'indice avec cette optimisation? Alors là, on sort du schéma ETF. Mais même dans un ETF. Alors, dans un ETF, en fait, on a des façons de tellement économiser sur ce que j'ai évoqué qu'on va structurellement battre l'indice. Et donc, c'est pas le but. Le but, en fait, c'est des économies. Mais ces économies vont être tellement substantielles qu'on y arrive. On va le retrouver davantage dans l'univers obligataire, ou alors dans l'univers action sur des zones sur lesquelles on a un avantage, et notamment un avantage fiscal, par rapport à des indices.
ou alors lorsque le prêt-titre rapporte plus que d'habitude. En général, le prêt-titre rapporte plus que d'habitude lorsqu'il y a des gros mouvements de marché, parce que ça permet de fluidifier les achats-ventes et il y a plus de personnes qui vont être dans des phases vendeurs d'actions, et donc c'est là où il y a un peu plus de rendement éventuel. Donc pendant le Covid, par exemple pendant le Covid, par exemple. Mais là, depuis même, je dirais, 2-3 ans, on est sur des niveaux de rendement qui sont un petit peu supérieurs à ce qu'on avait pu connaître en historique. Donc, on a effectivement cette surperformance qu'on va retrouver sur les ETF, mais ce n'est pas le but, ce n'est pas la promesse initiale. Après, comme tu me tendais une perche, tu l'évoquais, sur d'autres parties, en fait, tout le monde utilise Aladdin chez BlackRock. Vraiment, les 10 000 milliards vont se retrouver sur la plateforme et probablement encore beaucoup d'autres au travers de partenaires qui louent Aladdin, si je puis dire. Et en fait, on va avoir des gestions systématiques ou même des gestions fondamentales, mais le plus simple, c'est des gestions systématiques. En fait, ces gestions systématiques, l'idée, c'est de consommer de la donnée, données indicielles, données alternatives, données tout ce qu'on peut avoir, et en fait de créer des signaux qui nous permettent d'être en avance sur ce qui peut se passer, sur les données macroéconomiques. L'idée en fait c'est de les estimer au mieux grâce aux données alternatives et de pouvoir les anticiper. Et tout ça, encore une fois, ça va se retrouver sur Aladdin et ça va nous permettre de le gérer en fait avec ce cadre qui est assez unique en son genre. On parle assez régulièrement des ETF actions sur cette chaîne, S&P 500, MSCI World, on en a parlé, mais il y a aussi d'autres produits dans la gamme iShares qui sont intéressants. Est-ce que tu peux nous faire un petit tour d'horizon de ce que vous avez et qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour un investisseur ? Oui, alors les ETF, c'est un très bon point. Donc Exchange Traded Fund, le fonds, en fait, il peut être sur tout ce qui est possible de trouver dans les marchés publics. Ce qu'on appelle marché public, c'est qui est coté. Donc on peut acheter, vendre de manière facile. Les 3 grandes familles, c'est actions, obligations et matières premières. Donc actions, on en a un peu parlé. Obligataire, c'est 20% de l'univers des ETF et c'est le segment qui croît le plus vite de l'industrie de la gestion d'actifs. Pourquoi ? Alors, donc déjà, pour vous donner quelques chiffres, en termes de collecte, c'est 300 milliards à l'échelle mondiale cette année. Mais c'est surtout extrêmement stable parce qu'on est entre 250 et 300 milliards sur les 5 dernières années. Pourquoi ? Parce que pour ceux qui connaissent un petit peu le marché obligataire, c'est un marché qui est vu comme étant un marché professionnel. Très difficile pour toi ou moi d'aller à la banque et de dire je veux acheter une obligation. Et qu'en termes de fonctionnement, c'est ce qu'on appelle un marché de gré à gré. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je suis obligé de passer par un professionnel, de l'appeler, de demander un prix sur une obligation, sachant qu'une entreprise, en général, elle émet une dizaine de lignes d'obligations. C'est-à-dire qu'en général, ils ont des programmes de dette, ils ont besoin d'avoir un roulement, et donc ce qui fait que pour le MSCI World, on avait 1500 valeurs, on va retrouver 20 000 valeurs, comme j'évoquais à l'extrême, sur les gros indices. Donc c'est beaucoup plus complexe à gérer. Et donc pour en revenir en fait aux ETF, pourquoi il y a ce vent dans le dos et cette croissance structurelle ? C'est parce que tout ce qu'apporte l'ETF au monde action, il l'apporte en puissance 10 au monde obligataire. C'est pas transparent, pas électronique à la base. Là, on a une transparence totale des prix, on a une transparence des obligations qui sont en détention au jour le jour. On sait exactement quelle est la valorisation, si je dois le valoriser, mais aussi si je dois le sortir. On a en fait en compétition tous les teneurs de marché en un clic, centralisé, plutôt que de devoir appeler de manière relativement chronophage plusieurs contreparties et savoir qui aujourd'hui souhaite acheter un risque de crédit euro sur le secteur bancaire. Là en fait tout est open. Et donc ça explique énormément de cet intérêt, notamment sur la classe institutionnelle qui elle a basculé en fait en premier, et ensuite la classe des épargnants, parce que pour eux accéder au marché obligataire, c'est aujourd'hui le pas il est impossible à franchir. En France, on est peu familier de l'obligataire, mais je peux vous dire que en Italie, tout le monde a son petit BTP, etc. Ils connaissent ce marché. C'est les bons du Trésor italien. Et du coup, en fait, eux utilisent l'ETF depuis que
obligataires depuis qu'ils sont en circulation parce que c'est tellement plus efficient. Et donc, ça démocratise un produit qui à l'origine était entre professionnels qui s'échangeait de manière très opaque. Tu peux aussi parler des matières premières. Est-ce que tu peux nous dire dans quel type de matières premières on peut s'exposer via des ETF ? Encore une fois, la diversification, c'est vraiment au cœur des ETF. Donc, on va retrouver des indices qui, en général, sont composés de plusieurs matières premières pour avoir cette diversification. Et c'est là-dessus qu'on va avoir plutôt accès à des structures de swap, comme tu évoquais. Ici, en fait, parce que mécaniquement, je ne peux pas détenir du pétrole. Je pense que tu ne peux pas physiquement stocker du pétrole. Je pense que la théorie fait que je pourrais, mais en coût de storage, de l'avoir dans la pièce derrière, vous n'avez pas de place dans le deuxième arrondissement. Le TF, il va coûter 10%, 15%. Ouais, okay. Donc, en fait, on fait de la réplication synthétique. Il y a un portefeuille de matières premières qui sont avec des contrats dérivés et sur lequel on va avoir effectivement la répartition avec des poids qui vont dépendre de différentes structures. Donc, il y a, là, je vais rentrer dans des détails, je vais en perdre peut-être certains, mais des contango, backwardation. Donc, il y a des stratégies qui vont aller plutôt s'exposer sur les premiers mois, d'autres qui vont avoir des pondérations qui sont différentes sur la courbe. Mais à l'arrivée, en fait, le but, c'est de donner la performance d'un portefeuille de matières premières avec, je dirais, comme première motivation des investisseurs finaux lorsqu'ils choisissent ce type de support, c'est de se protéger de l'inflation. Donc c'est vraiment en général comme ça que les épargnants abordent le marché des matières premières. Il y a une matière première qui revient beaucoup, c'est une matière première naissante, on l'appelle parfois l'or digital. C'est le Bitcoin. Il y a beaucoup de rumeurs en ce moment sur un ETF Bitcoin et BlackRock s'est positionné dessus. On a vu que des dossiers étaient en cours de dépôt à la SEC. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus aujourd'hui ? Au risque de décevoir, tu en sais exactement autant que moi. Et véridique, c'est pas une question de je peux en parler ou je peux pas en parler. C'est que aujourd'hui, alors peut-être que juste dans l'historique, il faut rappeler que du coup, Aladdin a intégré les cryptos il y a environ 2-3 ans avec un partenariat avec Coinbase, un partenariat public. Et donc, c'est la naissance de ce partenariat qui a permis d'aboutir sur un projet qui nous paraît robuste en termes d'une structure, je ne sais même pas si c'est ETF ou ETP. Donc je crois que c'est ETF. Voilà, aux États-Unis, et dans lesquels on a détaillé cette structure avec notamment la gouvernance qui est faite et le rôle de Coinbase et le rôle de l'exchange, parce qu'il y a besoin de cette traçabilité. Et tout le détail a été fourni à la SEC, qui a entre ses mains ce projet, et on est en attente du retour. Donc, j'en sais pas beaucoup plus. Malheureusement. Tu as parlé de ETP. Est-ce que tu peux préciser ce que c'est et quelle est la différence avec un ETF ? Alors, ETP, c'est Exchange Traded Product. Donc, c'est juste la dernière lettre qui a changé. Et en fait, on va retrouver différentes structures. Donc, le fonds, c'est 95% du marché. Ensuite, on va retrouver des notes. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers des notes, plutôt que d'avoir une structure de fonds dans lesquelles j'évoquais, chez un dépositaire, un compte en banque ségrégué avec tout ça, en fait, c'est un instrument de dette qui est émis par une banque ou un SPV et dans lequel cet instrument de dette, en général, va être collatéralisé, donc va avoir en face de sa valeur un portefeuille d'actifs. Et en fait, c'est ce portefeuille d'actifs qui va donner la performance de cette note. Et en fait, c'est une structure qui est nécessaire pour certains marchés. Un qui est assez connu, c'est le marché des matières premières, mais des matières premières en général physiques, parce que le dépositaire que j'évoquais, aujourd'hui, il ne peut pas en fait gérer de l'or. L'or, c'est dans des coffres encore un peu, entre guillemets, à l'ancienne, mais c'est un collatéral qui est utilisé, et du coup, la seule façon de pouvoir donner un accès à ce type d'actifs, c'est de le faire sous forme de notes. Et donc, c'est pour ça que ça vient compléter un peu le panorama des ETP. Il y a un marché qui est aussi difficile d'accès, c'est les marchés émergents, notamment en actions. Est-ce que c'est pas plus risqué d'aller sur des ETF émergents et de ne pas faire la sélection des titres
que pourrait faire un gérant professionnel qui va faire du stock picking? À mon avis, c'est tout aussi compliqué dans le marché obligataire que le marché action. Probablement. Mais c'est compliqué quoi qu'il arrive. Sur les ETF émergents, il y a une moitié des actifs sous gestion et du marché qui vont investir sur des indices très globaux, dans lesquels on va avoir toute la collection et le panorama des pays qui sont dits émergents. Il y en a d'autres qui sont même en dessous des émergents. Pour ceux qui connaissent pas forcément, il y a des pays dits frontières qui sont encore plus difficiles d'accès. Mais déjà, c'est quoi par exemple un pays frontière? Un pays frontière, on va avoir le Nigeria, on va avoir, je connais pas. L'Égypte, c'est des pays. Égypte, est-ce que c'est sur les IM? Oui, je pense que l'Égypte c'est dedans. Ouais. Et donc sur les pays émergents, donc on va avoir toute cette collection avec les poids définis par les tailles de capitalisation. Ça ne veut pas dire de PIB, parce qu'il y a des marchés qui sont plus ou moins développés en termes des marchés de capitaux. Donc c'est les capitalisations de chaque entreprise. Et en face de ça, vous allez avoir en fait beaucoup de granularité sur des ETF qui sont mono-pays. Donc, à savoir, alors dans les grands, la Chine, bien évidemment, l'Inde, vous allez retrouver même jusqu'aux Philippines, vous allez retrouver le Mexique, vraiment tous les pays. Et en fait, le marché, au fur et à mesure du temps, au début, les émergents, pour eux, c'était un segment, mais c'était un actif, impossible d'exprimer une vue de manière internationale plus fine que ça. Et en fait, au fur et à mesure du temps, les investisseurs ont choisi de différencier ces expositions un peu pour faire écueil à ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il y a des dynamiques très différentes entre le Brésil aujourd'hui et la Chine aujourd'hui dans le contexte. Donc il y en a un qui a pas le même profil déjà en termes d'exposition aux matières premières, un qui consomme, un qui exporte, et donc du coup des trajectoires très différentes. Et donc, on a vu les investisseurs choisir plutôt des pays, de composer leur portefeuille de pays face aux attentes à moyen-long terme sur ces pays. Et donc, du coup, l'écueil que vous disiez, en fait, il n'est pas avéré parce que c'est presque un écueil, un débat que j'avais probablement il y a 10 ans, moi ça fait 13 ans que je suis chez BlackRock, dans lesquels on disait actif versus passif. Ok, le débat, on aurait fait un combat, un bras de fer. Et en fait, celui-là, c'est génial, il a plus lieu d'être parce que les gérants actifs, chez nous et ailleurs, pas que chez nous du tout, ils utilisent des ETF. Et en fait, ils utilisent pour exprimer en fait des vues actifs. Et j'ai envie de dire que c'est quasiment, c'est beaucoup plus dur d'être actif sans avoir accès aux instruments ETF, parce que comme on l'a dit, les ETF, ça me permet d'acheter et de vendre et d'être réactif face au marché. Comment est-ce qu'on peut être actif et réactif face au marché si on n'a pas les outils qui permettent de le faire de la façon la plus efficiente? Donc ce débat, en fait, il est clos. Et on va retrouver effectivement dans ceux qui vont regarder en fonction du contexte. Sur les émergents, beaucoup vont chercher à être contrariants parce qu'en général, ce qui a marché hier ne marchera pas demain. Donc en général, il y a plus de volatilité, donc il y a plus d'effets contraires. Mais ils utilisent énormément les ETF pour le faire. Et on a vu effectivement le mix tendre plutôt vers des ETF pays. D'ailleurs, on en a pas mal cette année qui ont franchi des seuils comme d'1 milliard, 2 milliards en Europe, sur l'Inde, le Brésil, par exemple, qui ont passé tous les deux un seuil cette année. Alors le Brésil et l'Inde, justement, c'est des pays qui, je pense, sont assez attentifs sur ce qui se passe en ce moment à la COP28, puisqu'ils y participent grandement, en tout cas ils participent grandement aux émissions de gaz à effet de serre. On voit beaucoup d'ETF qui vont aller dans une mouvance durable, en tout cas qui se labellisent comme étant durables. Est-ce que moi, si j'investis dans un ETF durable, je vais avoir un impact réel sur l'environnement? Merci pour la question. Je vais définir un petit peu ce qu'est un ETF durable et aussi les différentes familles qu'on a au sein de BlackRock et ailleurs. Donc effectivement, on a des classifications qui sont nées déjà depuis 10 ans. Ça fait 10 ans chez nous qu'on a des ETF qui intègrent la durabilité. Donc les premiers en fait ont vu le jour avec cette notion ESG, donc les 3 fameux piliers environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et on a commencé effectivement avec des indices qui étaient relativement vert foncé, si je puis dire. Donc avec une intégration très forte parce que à l'origine, la demande
qu'on voyait, elle n'était pas globale, elle n'était pas de masse, elle était vraiment par ce qu'on appelle les tree huggers, donc vraiment les purs et durs. Donc tu veux dire des gens qui étaient très à cheval sur l'environnement. Sur les valeurs, okay. Sur les valeurs, pas forcément environnement, mais vraiment les deux autres, les trois piliers, mais vraiment cette notion de valeur. Et au fur et à mesure du temps, on a eu effectivement déjà beaucoup de prises de décisions d'un point de vue politique, gouvernance et donc d'industrie, avec des standards qui sont nés. Donc tu évoquais des labels, il y en a effectivement dans beaucoup de pays. Et en fait, le but de BlackRock, encore une fois, c'est de démocratiser l'investissement et de donner du choix. Donc on a créé 4 ou 5, je vais même dire 5 familles d'indices avec des exclusions en fonction de l'appartenance à un certain secteur d'activité. Le tabac, les sables bitumineux, les armes controversées, voilà, c'est les filtres classiques. On va avoir une deuxième catégorie dans laquelle on garde ces filtres, mais on a rajouté en fait une dimension où on a une recherche de maximisation d'un score ESG et de baisse de l'empreinte carbone, mais avec une forme d'optimisation. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à réduire dramatiquement le nombre de valeurs, mais on va recomposer, après ces filtres, les pondérations, pour justement avoir un impact, comme tu évoquais, sur ces éléments importants. On va avoir une autre famille qui est un peu l'historique, dans lesquelles là, pour le coup, c'est un peu hard. Donc, on va éliminer 75% des plus mauvais en termes de politique ESG, donc sur les 3 volets, mais on va le faire avec des sensibilités différentes par secteur. Donc, c'est-à-dire que sur le secteur oil and gas, on va regarder l'environnement comme pilier 1 pour dire on garde 25% de ceux qui sont les meilleurs aujourd'hui, mais aussi en projection de demain avec les engagements pris. Et on va avoir la dernière catégorie qui est assez intéressante, notamment plébiscitée par les petits épargnants, qu'on appelle vraiment la catégorie thématique. Donc là-dessus, on ne va pas forcément être indiscriminé sur toute la durabilité, mais on va viser un secteur en particulier dans lesquels il y a entre guillemets un changement radical de l'économie et qui devrait être porté pendant de nombreuses années et donc qui en fait est à raccrocher dans le cadre de l'ESG à ce qu'on appelle une méga force, qui est vraiment ce changement d'économie vers une économie bas carbone avec des répercussions au sein des secteurs, au sein des valeurs. Et donc vous allez retrouver en fait une centaine de produits dans ces 4 familles que j'ai évoquées. Et donc, en fait, pour répondre à la question, est-ce que je peux investir vert dans un ETF ou est-ce que c'est pas antagoniste ou est-ce que c'est intelligent? En fait, j'ai 3 réponses à donner. C'est que, donc la réponse est oui, donc c'est que, premièrement, en fait, on donne le choix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pas imposer mes valeurs, et que je donne le pouvoir à mes investisseurs de choisir quelles sont les valeurs qu'ils veulent exprimer. 2, c'est d'avoir de la cohérence. C'est-à-dire que si j'investis chez un gérant avec telle exposition, un autre avec tel autre, et que lui va avoir des appréciations différentes en termes de gouvernance, en termes d'environnement, ça va me poser un problème à l'arrivée. Peut-être que je ne vais pas le voir, mais en théorie, ça devrait me poser un problème. Donc là, en fait, je peux être cohérent et me dire, OK, si je décide d'aller sur du vert plus foncé, je ne vais pas retrouver des valeurs qui avaient été déjà éliminées sur du vert clair. Et le dernier point que je voulais aborder, c'est la standardisation. C'est-à-dire que j'évoquais, en fait, aujourd'hui, on peut créer des ETF qu'on ne pouvait pas créer hier. Sur la durabilité, c'est l'exemple parfait parce que les données sur la durabilité, elles ont explosé, elles sont là aujourd'hui, mais elles sont là pourquoi? Parce que les ETF ont créé des standards. Les fournisseurs d'indices ont créé des standards. Une entreprise vertueuse, évidemment qu'elle veut faire partie des indices verts. Déjà parce que elle va pouvoir du coup montrer qu'elle est vertueuse. Et donc, si elle veut le faire, elle va devoir répondre à ce cahier des charges en termes de données et de pouvoir transmettre cette donnée au plus grand nombre. Donc, en fait, on va permettre à tout l'écosystème d'évoluer
avec ces ETF plus durables. On a vu des gestionnaires, notamment en France, qui ont augmenté leurs frais pour transformer leurs ETF en des ETF durables. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait aussi chez BlackRock ou chez iShares ? Non, on n'a pas fait ça et je dirais qu'au lancement, et je pense que ça a peut-être surpris parce qu'on était encore une fois dans les premiers à développer cette gamme, on n'a pas cherché à différencier le coût entre un ETF durable et un ETF non durable. Donc vous aviez la pomme bio et la pomme normale au même prix. Et c'était vraiment un élément extrêmement important de notre stratégie. Je dirais qu'effectivement, il y a un coût supplémentaire de recherche. Il y a un coût supplémentaire de données. Maintenant, encore une fois, on est sur des économies d'échelle. Notre but, il est long terme. La durabilité, ça devient cœur chez nos investisseurs. Donc, en termes d'encours, on est aujourd'hui sur environ 40% des volumes, notamment sur les volumes actions, qui sont vers ces ETF ESG. L'année dernière, on était sur 50. L'année d'avant, on était sur 60. Pourquoi ça baisse ? Pas parce qu'on a moins d'intérêt, c'est parce que déjà, on a atteint une taille critique. Les investisseurs qui voulaient exprimer de la durabilité, ils ont ça en portefeuille. Donc, ils font leur choix maintenant d'allocation tout à fait traditionnel parce qu'il y a le choix. Mais ça devient cœur et donc on répercute entre guillemets un peu en avance l'économie d'échelle qu'on va obtenir demain parce que on sait que les flux se dirigent vers ces stratégies. On a beaucoup parlé des différents types d'ETF, actions, obligataires, matières premières. Aujourd'hui, c'est quoi les différents moyens d'acheter ces ETF ? En fait, les ETF ont cette particularité un peu double, c'est de pouvoir être traité comme une action, comme on l'a dit, et d'avoir une structure de fonds. Donc vous allez les retrouver dans les compartiments très classiques, donc compte-titres, PEA, assurance vie, et vous allez pouvoir l'acheter exactement comme vous achèteriez une action dans un cas compte-titre, et comme vous achèteriez un fonds, une unité de compte chez un assureur. Après, il y a un aspect assez intéressant, c'est que donc, les dernières années, on a vu une demande structurelle et grandissante des épargnants. On l'a eu pendant la période Covid, c'était exacerbé. On avait, si vous voulez, aujourd'hui, par rapport à il y a 3 ans, on a 2 fois plus de comptes ouverts actifs en ETF qu'on en avait il y a 3 ans en France. En Europe, c'est le même schéma, si ce n'est plus. Et vous avez en fait toute cette catégorie d'épargnants qui ont décidé, je faisais référence un peu au début à ces ETF core, cœur de portefeuille, en se disant épargne de long terme, je me constitue cette épargne, je sélectionne quelques ETF et en fait le font de manière systématique en ce qu'on appelle versement libre programmé, c'est le langage, mais c'est de se dire en fait j'investis tous les mois 100 euros, 50 euros, j'investis sur un portefeuille d'ETF et en fait le fait de pouvoir le faire sur du long terme, on va retirer un biais qui est de se dire je regarde les marchés et je cherche le bon point d'entrée. Très très compliqué, même pour les experts et je vais vraiment pas dire que moi ou BlackRock est spécialement meilleur pour ce qu'on appelle timer le marché dans le langage, c'est extrêmement compliqué. Par contre, de lisser ces points d'entrée, du coup, ça nous dédouane de cette recherche. Et en fait, on va pouvoir alimenter, avoir cette exposition au marché, de bénéficier de points bas et d'avoir cette progression potentielle. Et si vous faites du coup les comptes, que ce soit en 2023 ou en 2022, vous avez bénéficié en fait de tous ces points bas. Là, aujourd'hui, ça se passe mieux. Alors, on peut trouver des cas de figure où en fait, valait mieux mettre tout le paquet au moment où, en mars de cette année, quand il y avait la crise bancaire. On est toujours plus malin après. Covid. Mais en fait, de ne pas le faire, le coût d'opportunité est beaucoup largement supérieur à le faire. Donc, on va privilégier des versements libres programmés pour ces investissements à horizon long terme. Donc, plutôt du DCA que du market timing. Tu as dit c'était courtier, PEA, assurance vie. Donc, c'est tous les grands noms, j'imagine, de la place, les Boursorama, les bourses directes, tous les grands assureurs. Exactement. Tout le monde référence du iShares. Il y a même des moteurs de recherche qui existent dans lesquels, sur le cadre d'assurance vie, on va pouvoir retrouver du coup les ETF qui sont disponibles par contrat ou inversement trouver les contrats qui sont disponibles par ETF
Donc il y a vraiment le choix. Il suffit juste de prendre son ordinateur, de taper sur un moteur de recherche dans lequel je ne citerai pas le nom, et vous allez le trouver assez rapidement. J'imagine que tu parlais d'Yahoo, évidemment. On va passer aux questions de la communauté. La communauté, c'est un point clé chez nous. On est la plus grosse communauté financière de France. Tout le monde adore les ETF, mais on avait quand même beaucoup de questions pour aller un peu plus dans le détail. Et la première question que je trouvais intéressante, c'était celle-ci. Imaginons que 90% du volume boursier global soit sur des ETF. Est-ce que cela poserait un danger sur les marchés ? La réponse est non, et en fait, la réponse, elle a été étudiée par beaucoup de personnes, que ce soit la partie réglementation et aussi les académiciens. En fait, ce qui se passe, c'est que les ETF, c'est un moyen justement de transaction. Donc, il y a beaucoup plus de volume de transactions que de proportions en détention. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais en gros, pour un actif qui est détenu dans un fonds traditionnel, vous allez avoir un certain nombre de vélocités. Sur un ETF, ça va être x10. Et en plus de ça, l'ETF, toute sa valeur, encore une fois, c'est de pouvoir être réactif, de pouvoir le traiter rapidement. Quand est-ce que je veux le traiter rapidement ? C'est quand il y a un stress. Et donc là, en termes de graphiques, ça sort des graphiques. Et donc en fait, s'il y avait un ETF aujourd'hui sur le marché dans lequel tout le monde investissait dans cet ETF et qui représentait 90% du marché, la réponse serait oui. En fait, il y a 12 000 ETF. Quand je donnais en fait la granularité, je n'ai pas vraiment donné toute la palette. Vous avez des ETF géographiques par pays avec des facteurs ESG, non ESG, thématiques, sectoriels. La granularité est absolument incroyable. Donc c'est 12 000 chez BlackRock. Non, là je parle dans le monde. Global. Dispo en France pour tes auditeurs, c'est plus de 300. D'accord ? Donc c'est déjà pas mal. Et en fait, les mécaniques de valorisation nécessaires à un marché efficient, de pouvoir se dire je mets un prix sur une valeur, il se fait au travers des ETF. Parce que je vais décider aujourd'hui d'acheter des valeurs technologiques au travers de l'ETF, ça va avoir un impact sur les valorisations. Mais j'ai exprimé une vue. Plutôt que de le faire à l'ancienne avec un portefeuille de titres ou avec un fonds traditionnel, je le fais au travers d'un ETF, je suis plus réactif, je le fais plus rapidement. Mais ça aura en fait le même impact de valorisation par rapport aux attentes, par rapport à des nouvelles. Et donc du coup, en fait, on a ce marché efficient. Très clair. Est-ce que BlackRock assure la liquidité ou vous faites appel à des market makers ? Alors, on fait appel à des market makers. Tu peux peut-être rappeler le rôle d'un market maker ? Oui, bien sûr. Un market maker, c'est un intermédiaire financier qui a un contrat avec la place boursière. Il n'a pas un contrat avec l'émetteur. Donc avec, par exemple, Euronext. Avec Euronext. Il a un engagement avec Euronext et il se doit d'avoir une présence à tout temps pendant les horaires d'ouverture d'Euronext avec une liquidité suffisante, donc c'est-à-dire un volume suffisant à l'offre ou à la vente, et également une écart de fourchette, donc le bid offer que tu évoquais, maximal. Donc c'est-à-dire de ne pas pouvoir aller plus loin qu'un certain niveau. Donc ça, c'est le contrat. Et vous allez retrouver toutes les banques que tout le monde connaît, d'un côté, et vous allez retrouver des gens qui sont moins connus, mais qui sont spécialistes du trading. Donc des boîtes financières spécialisées en trading. Et BlackRock ne fait pas partie de ces market makers et ne souhaite pas faire partie de ces market makers parce que si en fait on intervient là-dessus, on perd l'effet de compétition, mais compétition saine au sein de ces market makers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je place un ordre sur Euronext, j'ai 15 personnes qui vont se battre et donc qui vont avoir effectivement, en fonction de leur inventaire, de leur vue de marché, de leurs circonstances, de pouvoir se mettre en compétition. Et je vais traiter, sans le savoir, avec le meilleur, avec le plus disant. Si on vient en fait au milieu de ça, les autres vont disparaître, vont partir ailleurs et il y aura en fait moins de compétition et donc une expérience moins bonne pour les investisseurs. Très clair. On a parlé tout à l'heure un peu de la performance, le fait qu'en fait on peut surperformer la performance de son indice même si c'est pas l'objectif.
Du coup, quelqu'un veut savoir pourquoi le rendement d'un ETF peut différer selon l'émetteur, alors qu'a priori, ils ont tous le même indice et qui devraient livrer la même performance. Alors, je l'ai évoqué un peu tout à l'heure. Quand on regarde les coûts, on a deux aspects. Et on a le premier aspect qui était la performance nette de l'ETF par rapport à son indice. D'ailleurs, pour son petit nom anglo-saxon, c'est tracking difference. Certains connaissent peut-être la tracking error, qui est encore autre chose, parce que en fait, là, c'est le bruit de performance au jour le jour. Mais donc, il y a les frais de gestion. Donc, on va avoir un premier driver parce que tous les ETF n'ont pas le même frais, même sur un indice. Après, il y a effectivement des écarts qui, en général, sur les gros fournisseurs d'indices, ne sont pas forcément extrêmement prononcés. Par contre, il y a un deuxième aspect qui est ce que j'évoquais, toute la gestion qui est autour. Donc, on évoquait en fait les petites coups de frottement qu'on va essayer d'éliminer, un peu d'optimisation pour avoir en fait cette balance entre le coût de réplication et le coût de transaction. Et c'est là où on va voir des écarts qui sont beaucoup plus importants se manifester. Donc c'est pour ça que c'est intéressant et je remercie cet auditeur de regarder en détail et d'avoir vu que tous les ETF sur un indice n'ont pas la même performance. Et donc c'est important effectivement de regarder cet aspect-là avant de choisir. Tu as parlé tout à l'heure d'Aladin. Bah, figure-toi que la communauté connaît Aladin puisqu'on a une question dessus. À quand un ETF Aladin, un ETF où l'IA prendrait seule ses propres décisions sans qu'elle soit paramétrée par un humain afin de maximiser le rendement? Eh ben, c'est le jour où j'aurai plus de job. Mais pour l'instant, c'est absolument pas dans les cartons. Non, il y a effectivement toujours besoin d'humains. Il y a cette notion en fait de gestion des risques, mais encadrée encore une fois avec des humains. Après, je pense que ça fait aussi écho un petit peu aux gestions systématiques dans lesquelles le but, c'est quand même de battre des indices en utilisant des signaux, en utilisant des données. Donc, il y a de plus en plus de choses que l'intelligence artificielle nous permet d'obtenir plus rapidement et d'intégrer dans notre processus de gestion. Ça se manifeste moins sur la partie indicielle qui était déjà en fait très désolé pour l'anglicisme, streamliné et par contre on va le retrouver sur les gestions systématiques davantage. Dernière question, qu'est-ce qui se passe au moment de la distribution d'un dividende? Il y a plusieurs types d'ETF, il y en a qui accumulent les dividendes, il y en a d'autres qui les distribuent. Du coup, qu'est-ce qui va se passer pour l'investisseur? Est-ce que c'est important d'y faire attention? Alors évidemment, on a en fait deux types de structures. Des fois même un fonds va avoir les deux. Une version qui détache un dividende. En général, c'est donc périodique, trimestriel, semi-annuel ou annuel. On va retrouver les trois cas de figure. Ou des versions qui capitalisent le dividende. Dans tous les cas, le gérant d'actifs, en l'occurrence BlackRock, ne va jamais laisser de cash dans l'ETF. Ce n'est pas le but. À chaque fois, en fait, on cherche à répliquer la performance d'un indice dit Total Return. Désolé pour encore une fois le vocabulaire. Et donc, du coup, le but, en fait, c'est de toujours réinvestir ces dividendes sur le portefeuille en question, donc comme si on réinvestissait sur le même indice. Seulement, si le but de l'investisseur, c'est d'avoir cette position sur du long terme, en général, il n'a pas nécessairement envie de recevoir un dividende et de lui-même racheter l'ETF une fois qu'il aura touché en bout de chaîne du circuit. Donc, tu posais la question. Donc, mécaniquement, s'il a sélectionné un ETF qui paye un dividende, il y a une date donnée qui est la date d'enregistrement, la record date, dans laquelle on regarde qui est détenteur de l'ETF. Ensuite, il y a une date dans laquelle l'ETF dit est ex-dividende. Donc, c'est-à-dire que l'ETF qui vaut 100, il paye 1, demain, il vaut 99. Tu n'as pas perdu 1, tu les reçois en fait dans le circuit, ça prend environ 10 jours et tu le reçois sur ton compte en banque. Après, si ton but, c'était pas de recevoir ce 1 parce que tu n'as pas d'utilité de le réinvestir, eh ben, il y a les versions capitalisantes. En Europe et sur les épargnants, très grosse préférence pour le capitalisant parce qu'il n'y a pas d'intérêt fiscal non plus nécessaire à avoir ce dividende. Aux États-Unis, énorme préférence pour avoir des distributions. Donc quasiment tous les ETF que vous allez retrouver là-bas, ils ont ces dividendes. Pourquoi?
Pourquoi la différence aux États-Unis ? La différence, elle est déjà culturelle et même réglementaire. Donc vraiment, à l'origine, c'était le cas. Il n'y avait pas vraiment de notion de capitalisant. Et après, il y a effectivement un traitement fiscal qui est un peu différent entre la partie plus-value et la partie income. Désolé pour l'anglais. Très clair. Je voulais finir par la question que je pose toujours. Toi, ça fait des années que tu bosses sur les marchés financiers. Tu as dit que ça faisait plus de 10 ans que tu étais chez BlackRock, 13 ans. Ça porte bonheur pour certains. Exactement. Est-ce que tu as une recommandation à donner aux investisseurs qui veulent gérer leur patrimoine ? Effectivement, le nerf de la guerre, c'est de comprendre déjà quel est son horizon de placement. C'est bête à dire, mais c'est vraiment crucial. Parce que si j'ai pas besoin de décaissement, je vais avoir un appétit pour le risque qui est plus important. Et en termes, encore une fois, mécaniques et financiers, du coup, le risque paye. Si par contre, je cherche à épargner pour un achat d'une résidence secondaire, des études de mes enfants, etc. Là, du coup, j'ai de la lisibilité. Et lorsque j'ai cette lisibilité, je peux calibrer mon appétit pour constituer un portefeuille. Et ça me permet de faire un petit clin d'œil sur une nouveauté qu'on a lancée depuis 6 mois. Il existe aujourd'hui des ETF à échéance. Donc, c'est-à-dire que si je sais qu'en 2025, je vais avoir besoin d'argent pour payer les études de mon fils ou ma fille, je peux investir aujourd'hui, et je le peux faire avec des versements programmés aussi d'ailleurs, et en fait récupérer mon capital et mes intérêts en 2025. Avec ces ETF, qui sont encore une fois, ils se traitent comme une action, je récupère, je sais exactement quel est mon rendement attendu à l'arrivée, et donc je vais pouvoir bénéficier de ce tunnel en me disant rendement de 3,8, j'investis, il peut se passer un écrasement des spreads ou un élargissement. Mon but, c'est de récupérer 3,8 annualisés en 2025, et donc de composer en fait son portefeuille vraiment diversifié encore une fois, mais avec cette notion d'horizon de placement pour calibrer le risque. Merci beaucoup Arnaud, c'était passionnant. Et je vous dis à très vite. Salut.